Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari. On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec nos débatteurs. Nous sommes avec Bruno Jeudi, rédacteur en chef à Paris Match. Bonsoir. Bonsoir Laurence. Bruno, nous sommes avec William Molinier du service police-justice d'Europe 1. Bonsoir William. Bonsoir Laurence. Et nous accueillons ce soir un policier, Johan Dechaine. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes policier à Saint-Germain-en-Laye. Vous êtes aussi président de l'association qui s'appelle PEPS, qui s'occupe de policiers en détresse, parce qu'on va évoquer ce soir les suicides de policiers. On enregistre ce chiffre terrible, 10 suicides depuis le début de l'année. C'est une véritable série noire. Vous allez nous expliquer comment vous prenez en charge vos collègues, comment vous essayez de leur venir en aide, puisque vous êtes confronté à la violence totale tous les jours. Vous travaillez dans quel service ? Moi, je suis au groupe des atteintes violentes donc à Saint-Germain-en-Laye. Et nous, on traite de tout ce qui est violence aggravée, violence sexuelle et tout ce qui est les enquêtes d'essai, donc les cadavres, tout ça. Donc vous êtes confronté à l'horreur absolue, on est d'accord ? On est confronté à l'horreur absolue. Tous les jours ? À tous les jours, mais quasiment en permanence. On va revenir sur ce que vivent vos collègues et ce que vous vivez sur le terrain. Bruno Jeudi, dans le Paris Match de cette semaine, il y a tout un dossier, une enquête qui est consacrée à ces suicides de policiers. C'est important de mettre en lumière ce phénomène, ce mal-être dans la police. Oui, effectivement, Laurence, nous avons plusieurs fois traité ce sujet, mais Nicolas Delessal qui signe l'enquête. En fait, on est parti de la série noire depuis le début de l'année. 10 policiers suicidés depuis le début de l'année. Et le mois de janvier n'est pas terminé. Donc ça donne une idée de ce qui se passe, du malaise dont vient de parler monsieur. Et donc, effectivement, c'est une enquête qui est d'ailleurs assez dur à lire, je le dis, parce que ça raconte aussi le suicide, la détresse au quotidien de ces policiers qui ont mis fin à leur jour depuis le début janvier. Et puis ça raconte aussi beaucoup le travail de la PEPS, donc cette association qui reçoit jusqu'à 500 appels par jour de collègues de monsieur qui disent leur mal-être, leurs difficultés quotidiennes, ce qu'ils vivent. Et notamment, il y a une histoire qui est racontée, celle de Damien, qui est un policier qui a tenté de mettre fin à ses jours le 16 avril 2019, et puis qui dernier moment a pu être qui a raté son suicide. Qui a raté son suicide. Soyons clairs. Extrémiste a été sauvé, maintes fois retombé, s'est relevé, et puis maintenant aujourd'hui fait partie de ces policiers de cet ancien policier, qui essaie d'aider d'autres collègues à se relever. Et ça raconte, parce qu'il fallait quand même aussi que cette enquête, on voit le travail qui est fait par les policiers eux-mêmes, puisque c'est quelque chose, les suicides de policiers, c'est hélas pas d'aujourd'hui. Il y a environ 45 policiers qui mettent fin à leur jour en moyenne par an. C'est monté beaucoup plus haut dans les années 90. Le ministère de l'Intérieur a mis en place un certain nombre de cellules. C'est des choses qui ont été faites, mais on trouvait intéressant de travailler avec cette association qui elle-même mène un travail parallèle de soutien aux policiers qui parfois peut-être parlent plus facilement à leurs collègues. À leurs collègues, bien plutôt sûr, que s'en référer à quelque chose qui relève de la hiérarchie ou de l'autorité de l'administration de l'Intérieur. Monsieur Dechaine, vous avez plus d'appels de policiers à votre association que sur le numéro d'urgence mis en place par le ministère de l'Intérieur. On est d'accord ? Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous, sur l'année écoulée, on a eu à peu près plus de 6000 sollicitations quand le ministère de la cellule d'action prévention suicide et le numéro vert qui a été mis en place par le ministère de l'Intérieur a eu 1168 appels, ce qui fait à peu près 90 appels par mois. Comment vous expliquez ça ? Déjà, il y a une vraie méfiance de la part de nos collègues vis-à-vis de tout ce que peut mettre en place le ministère de l'Intérieur. Il y a une cassure. À un moment donné, il y a eu une cassure et voilà, les collègues n'ont plus confiance en fait en ce que met en place l'administration. Ensuite, ils nous contactent nous. Pourquoi ? Parce que nous, on est des collègues et forcément, quand vous appelez quelqu'un de PEPS, forcément, vous tombez sur un collègue et vous n'avez pas besoin de trop vous étendre et trop aller dans le détail parce que nous, on comprend en fait les problématiques. On comprend ce que le collègue vit parce que peut-être que nous, on l'a vécu, peut-être que nos collègues l'ont vécu et donc c'est plus facile en fait de répondre à ce que eux veulent en fait. William Molinier, vous êtes allé dans ce centre qui prend en charge des policiers. Comment ça se passe ?
Alors le Courbat, effectivement, château du Courbat, on est loin des quartiers difficiles et des cités bitumées de régions parisiennes ou des grandes agglomérations. C'est à côté de Tours, donc en Touraine. C'est un centre de santé qui a la particularité d'être le seul. C'est un centre qui est unique en France, qui a été créé par des policiers et pour des policiers. Avec des fonds privés ? Avec des donations, et aujourd'hui c'est l'ARS qui finance le centre de santé, mais qui est toujours sous, on va dire, gestion d'une association qui s'appelle l'ANAS, Association nationale d'action sociale du ministère de l'Intérieur. Il y a à peu près 80 places dans ce centre. Une cinquantaine aujourd'hui est occupée en raison du Covid, et donc les policiers, plus largement aussi des gendarmes, des militaires, c'est ouvert à tous les personnels du ministère de l'Intérieur qui sont pris en charge sur l'aspect de la dépendance et de la dépendance aux drogues, notamment à l'alcool. Qui est une façon d'exprimer le mal-être, enfin en tout cas de le soigner pour... Absolument, et ils sont pris en charge donc par des policiers aussi qui viennent au sein de l'ANAS pour les accompagner, et par des psychologues, des médecins qui vont essayer de trouver, en fait, de chercher l'homme qui a derrière l'uniforme. C'est-à-dire que il y a toute une série de traumatismes dans la vie d'un policier au fur et à mesure de sa carrière. Un jour, il y a c'est le traumatisme de trop, qui déborde, et ils vont essayer de sortir finalement, d'essayer de chercher les problématiques, les traumatismes, les failles de l'homme derrière cet uniforme. C'est pas qu'un centre de désintoxication, on est d'accord. Il n'y a pas que ça. Il y a toute une dimension aussi où on va essayer de comprendre le processus. Oui, absolument. Et généralement, en discutant avec les équipes médicales, c'est la dépendance, les drogues, c'est l'extrémité, c'est-à-dire c'est au bout de la chaîne. Il y a les problèmes de burn-out, les problèmes de vie au travail, parfois aussi des problèmes personnels qui viennent se surajouter à toutes ces difficultés, et donc ils sont pris en charge dans ce centre. Johan Dechaine, c'est un centre extrêmement important qui fonctionne. Le Courbat est un centre qui fonctionne. On a des rapports privilégiés avec nous, avec l'association. On a déjà fait hospitaliser des collègues là-bas. Avec PEPS, nous, on a développé un peu aussi notre réseau. Donc, on travaille aujourd'hui avec 3 cliniques psy qui acceptent de prendre en charge nos collègues très rapidement, du matin pour l'après-midi, par exemple. Ça se fait très vite. Nous, aujourd'hui, on travaille avec, dans l'association, il y a 10 psychologues, 2 infirmières psy, un médecin spécialisé dans le psychotrauma. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les policiers, la première cause, en fait, du mal-être réel, c'est le syndrome de stress post-traumatique, par accumulation ou par identification. L'accumulation, c'est l'accumulation de toutes les interventions violentes, de tout ce qu'on peut voir dans les interventions, que ce soit des morts, que ce soit de la violence, que ce soit des enfants, des femmes battues, effectivement, et ou par identification, c'est-à-dire qu'on va aller sur une intervention, il y a quelque chose qui va nous ramener à une situation personnelle. Et en fait, le syndrome de stress post-traumatique, c'est une maladie de la mémoire, et on peut pas en guérir tout seul. Et on peut apprendre à vivre avec. Voilà. Et c'est pour ça que nous, on s'est formé au protocole CICE, le protocole israélien de premier secours psychologique d'urgence, qui permet de réduire de 50% le développement de ces syndromes de stress post-traumatique. Comment détecter le passage à l'acte? Comment repérer chez vos collègues les signaux qui montrent qu'ils vont mal? On va en parler dans un instant. On écoutera le témoignage d'une policière qui prend en charge vos collègues dans ce centre spécialisé. On y revient dans un instant dans Punchline sur Europe 1. Tout de suite. Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari. On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec Bruno Jeudi de Paris Match, William Molinier d'Europe 1 et Johan Dechaine, policier à Saint-Germain-en-Laye et président de l'association PEPS qui vient en aide aux policiers en détresse. 10 suicides de policiers depuis le début de l'année. On va écouter une autre policière, elle s'appelle Delphine Gaillot. C'est vous qui l'avez interviewée, William Molinier, dans ce centre qui prend en charge ces policiers en détresse. Écoutez comment elle parle de la souffrance ressentie par ses collègues.
Le mot qui revient souvent, c'est le mot souffrance, qui est différente en fonction du parcours de vie, l'histoire professionnelle, personnelle, des incidents de la vie assez importants, avec une certaine intensité qui leur apporte énormément de souffrance et qui les met dans des situations de détresse forte. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin d'être soutenus, d'être entourés et d'avoir une équipe de professionnels à chaque instant pour verbaliser et retrouver tout ce qui a pu provoquer ce mal-être. La plupart des patients viennent ici parce que tout est basé sur la réathlétisation, ce qui permet de trouver une source d'apaisement naturel. C'est une hospitalisation libre, on ne force personne à venir se soigner et il y a un contrat de soins qui est signé. Le patient s'engage à ne pas consommer, à suivre le programme de soins qui est individualisé et propre à chacun. Johan Dechaine, comment est-ce que vous repérez les signaux d'alerte? Parce qu'il y a ces multifacteurs, évidemment, le passage à l'acte, c'est personnel, du professionnel, tout est mêlé. Comment vous repérez? Déjà, je pense que il faut déjà qu'on arrête de plus regarder, en fait. C'est-à-dire que si vous êtes là et si vous regardez votre collègue, si vous arrivez le matin et que vous voyez que votre collègue avec qui vous avez l'habitude de discuter, avec qui il y a un changement d'humeur ou quelque chose, c'est facile de repérer un collègue en fait qui va pas bien. Voilà, mais il faut encore une fois se préoccuper de ses collègues. Ça, c'est la première des choses. Je pense qu'il faut remettre de l'humain dans le... Aujourd'hui, on fait partie d'une génération téléphone portable et au final, on se regarde plus, on se parle plus, ou alors par écran interposé. Et c'est vraiment dommage parce que c'est comme ça finalement qu'on arrive à détecter ces signaux d'alerte. Voilà. Bruno Jeudi, dans le reportage que vous consacrez au suicide des policiers dans Paris Match, il y a une phrase qui dit qu'être fort, c'est savoir aussi demander de l'aide. Et parfois, les policiers ont du mal à demander de l'aide parce que ce qu'on attend d'eux, c'est d'être forts, c'est d'être toujours droit dans leurs bottes. Et non, en fait, ce sont des êtres humains. Oui, c'est vrai que cette phrase, en plus, c'est une phrase qui fait partie, je crois, de ce que vous transmet la direction. Alors, je cite parce que je ne connais pas exactement. Direction générale de la police nationale, c'est le service qui est dédié normalement à aider les policiers. Et on voit bien que c'est quelque chose qui n'est pas suffisant. Enfin voilà, l'encadrement dans la formation des policiers, c'est peut-être un élément qu'il manque, j'ai envie de dire. Même si depuis 5 ans, il y a des choses qui se sont mises en place. Qu'est-ce qui, selon vous, parce que bon, il y a ce que vous pouvez faire au niveau de l'association, mais il y a aussi ce qui doit être pris en compte par l'administration de votre administration. Qu'est-ce qui manque justement au-delà de toute polémique, simplement Je vais vous dire. On a rencontré, nous, donc le directeur général lundi, donc déjà vendredi dernier, avec toutes les autres associations, dont l'ANAS, Orphéopolis et d'autres. Voilà, où on s'est dit des choses. Et puis, vous l'avez rencontré par rapport à la série, là Oui, c'est des réunions qui ont été mises en place en urgence, forcément. Voilà, vous l'avez dit, il y a eu 10 collègues qui ont mis fin à leur jour, plus un retraité. Voilà. Et donc on a rencontré le directeur général lundi, avec qui on a pu échanger pendant plus de 2h30, et où on s'est dit des choses. On s'est parlé d'homme à homme, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de... Voilà, il n'y avait pas de rapport de force, il n'y avait pas de... Voilà, parce que nous, on croit en ce que fait l'administration et on a des vraies propositions à leur faire. Notamment, donc, le protocole 6C qui est très intéressant. Alors, qu'est-ce que c'est, ce protocole 6C? Le protocole 6C, c'est le premier secours psychologique d'urgence qui a été mis en place en Israël il y a 15 ans. Donc, eux, ils ont 15 ans de rétex sur ce protocole. Et c'est un outil vraiment intéressant puisque c'est un bouclier psychologique. Et ça permet de réduire de 50% le développement des syndromes de stress post-traumatique. C'est un interrogatoire? Qu'est-ce que c'est? C'est un protocole. Alors, je ne peux pas vous en parler parce que les Israéliens sont très... voilà, mais il faudra demander à Emmanuel Aliwa, parce que c'est elle qui forme aujourd'hui les gens au protocole. Voilà. Mais en gros, pour faire simple, c'est une histoire c'est des neurosciences. Donc vous avez l'amygdale et le cortex préfrontal. Et en situation de stress aigu, l'amygdale prend le dessus sur toutes les autres parties du cerveau et les éteint. Et ce qui fait que l'amygdale, c'est ce qui gère les émotions, alors que le cortex préfrontal, c'est ce qui gère tout ce qui est raisonnement. Voilà. Donc forcément, ça éteint tout le... Voilà. Et par un processus, on arrive à réactiver le cortex préfrontal et à remettre la personne en ordre de marche. Alors en mots peut-être un peu moins scientifiques, aujourd'hui, sur
par exemple un événement de type de tuerie de masse avec des policiers qui interviennent sur cet événement, type Bataclan, les policiers, certains policiers primo-intervenants vont être dans une phase de sidération totale, impossible de réagir, de sortir leurs émotions. Et aujourd'hui, ce qu'on fait en France, c'est on leur met une couverture de survie sur les épaules, on les met un peu de côté et on leur dit des mots, voilà, on monte de l'empathie. Et ce protocole, effectivement, l'idée, c'est de les sortir tout de suite de cette phase de sidération en les remettant dans l'événement, en les réintégrant dans l'événement qui vient de se passer pour pouvoir faire ressurgir toutes les émotions immédiatement et que du coup, il n'y ait pas tout ce temps derrière long de rattrapage, en fait, psychologique qu'il y a à faire. On réduit la durée du syndrome post-traumatique, c'est ça. Et c'est un protocole ce qui est dangereux, c'est que en fait, quand vous êtes géré par votre amygdale, c'est-à-dire que tout ce qui rentre n'est pas filtré par le cortex préfrontal et va directement s'inscrire dans la mémoire traumatique. Et donc, le syndrome de stress post-traumatique peut ressortir dans 5 ans, dans 10 ans. Voilà. Donc, c'est pour ça que le protocole 6C est bien. Ensuite, nous, en parlant de propositions qu'on a faites, on voudrait aujourd'hui que le SSPO, donc le service de soutien psychologique opérationnel. Donc c'est ce qui avait été créé en 96, après l'année où il y a eu 71 suicides dans cette seule année. Exactement. Aujourd'hui, nous, on pense, sans critiquer les gens qui sont à l'intérieur, parce qu'ils font un très bon travail, nous, on pense qu'aujourd'hui, le SSPO n'est plus adapté à ce qu'on vit aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que elles sont... Alors, malheureusement, les psys de l'administration ont tellement de contraintes que elles peuvent pas gérer autant de policiers. Autant de policiers. Il y a dans le rapport du Sénat sur les forces de sécurité intérieure, vous avez un psy pour 1822 policiers. Alors l'administration a recruté. Aujourd'hui, on est à 100. Ils vont encore en recruter 20. Voilà. Nous, avec PEPS, nous, on s'est calqué sur le modèle de Montréal, qui a fait baisser de 79% le taux de suicide dans la police de Montréal. Et donc on va en théorie s'envoler pour le Canada au mois de mai pour voir ce qu'ils font là-bas et essayer de ramener quelque chose de là-bas, parce que eux ils mettent des psys de proximité, c'est-à-dire que vous avez un psy dans les commissariats qui est identifié par les collègues comme une personne à part entière, et pas comme un psy qui viendrait, comme ça peut arriver aujourd'hui en France, un psy qui vient une fois par mois ou une fois tous les 2 mois parce que elle a trop de choses à faire et qu'elle peut pas venir plus souvent. Donc voilà. Donc nous on aimerait bien adapter en tout cas le modèle de Montréal au modèle à ce qu'on peut faire en France. Il fonctionne le modèle de Montréal. Vous en avez parlé avec des collègues on est en relation avec Louis-Francis Fortin qui a mis en place le projet Ensemble pour la vie. Donc, qui a fait baisser de 79% le taux de suicide dans la police de Montréal. William Molinier. Mais c'est vrai que cette question de la prise en charge du suicide au sein du ministère de l'Intérieur, moi je trouve que ça illustre les difficultés du ministère de l'Intérieur, qui est le ministère des crises permanentes, toujours en réaction. Et or là, on est sur de l'humain, enfin vous le disiez tout à l'heure, on est sur de l'humain. Et la prévention au sein du ministère de l'Intérieur est très compliquée je veux dire, c'est vrai qu'il y a un discours qui a évolué. Enfin, moi, je me souviens, il y a encore 4-5 ans, des responsables policiers, voire même parfois politiques, dès qu'il y avait un suicide dans la police, qui disaient oui, mais c'est des problèmes personnels, ça n'a rien à voir avec le travail. Aujourd'hui, le discours, on voit bien qu'il a changé, dans l'administration, ça c'est sûr. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et en revanche, j'ai l'impression que ça n'infuse pas dans les services, vraiment auprès des personnes des personnels les plus concernés. Monsieur Dechaine. Ils sont quand même très touchés par ce qui se passe. Il y a une vraie volonté de faire bouger les choses. Pendant 25 ans, depuis la création du SSPO, on a toujours pris le même chemin. Donc on arrive toujours au même résultat. 45 suicides par an en moyenne. Aujourd'hui, il y a une vraie volonté de changer de chemin et de prendre des voies différentes pour essayer de résorber, de réduire en tout cas les suicides dans la police. Est-ce qu'il y a un profil type parmi les personnes qui se suicident ou absolument pas ? Non. Est-ce que c'est à des différents moments de la carrière ? On a l'exemple d'un tout jeune policier qui s'est donné la mort dimanche, qui avait 22 ans, major de promo, qui avait choisi la BAC Nord de Marseille et qui a mis fin à ses jours.
Il n'y a pas de profil, comme vous dites. Voilà, ça peut aller d'un jeune de 22 ans et c'est vraiment malheureux parce que voilà, 22 ans, on a toute la vie devant soi. Et ça peut aller jusqu'à le retraité du début d'année. Donc, et c'est aussi des administratifs, aussi bien des administratifs, des commissaires, des gardes de la paix, des brigadiers, pas que des gens sur le terrain, voilà, c'est ça. Un technicien informatique comme à Rennes aujourd'hui. Je voudrais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, suite à votre entretien avec le directeur de la police nationale. Monsieur Vaux. Il s'est engagé à quoi vis-à-vis de vous ? À l'issue de cet entretien, il s'est engagé à étudier les propositions qu'on lui a faites. Et ça, c'est quand même... c'est une avancée pour vous. Ouais, vraiment. Parce que ils sont pas fermés comme ça aurait pu l'être il y a des années avec d'anciens ministres de l'Intérieur. Mais il y a une réelle volonté de faire bouger les choses. Et en ça, ils sont vraiment affectés par ce qui se passe en ce moment. Il y a une prise de conscience. Voilà, senti que... Et là, c'était que votre association qui a été reçue ? Oui, en tout cas, il n'y avait que la nôtre. D'accord. Juste parce qu'on sait que dans la police, il y a beaucoup de syndicats. Comment vous, votre association, est perçue dans cet univers, faut le dire, qui est particulier, hyper syndiqué? Vous êtes une des professions les plus syndiquées, votre association? Nous, on est une association très jeune, on n'a que 2 ans d'existence. Maintenant, nous, on n'a rien contre les syndicats, mais on ne veut pas être attaché à un syndicat parce que, au final, nous, on aide tous les policiers de n'importe quel syndicat. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline. On continuera à évoquer ce suicide des policiers. Est-ce qu'il y a un contexte aussi politique, une forme de violence contre les policiers qui joue dans le mal-être de ces fonctionnaires de police? On en débat dans un instant dans Punchline. À tout de suite.